Bonjour tout le monde, c'est absolument génial de voir cette librairie avec autant de monde comme ça. Je sens qu'il y a... c'est à la fois hyper intimidant aussi, mais non, c'est génial de voir ce monde qui est là pour... désolé pour celles et ceux qui n'ont pas de chaise, mais ça fait chaud au cœur de voir tout ce monde qui vient pour rencontrer Laurine Roux avec nous et pour rencontrer Laurine Roux qui publie tout récemment, là, le 7 mai, ce livre, Le Test Elzéar, paru chez Julliard. C'est un essai. On avait déjà reçu Laurine Roux pour un roman. Tu es une autrice de roman, mais là, c'est un texte autour de... c'est un essai, c'est une enquête. Est-ce que c'est un récit familial? Est-ce que c'est un acte politique? On va parler de tout ça de toute façon. En tout cas, c'est un texte hybride et c'est un texte aussi absolument d'actualité, puisque au cœur de tout ce bouquin, il y a le mouvement qu'il y a eu ici contre l'implantation d'une centrale solaire à Cruys, sur Lure. Tout récemment, ce chantier a encore connu un rebondissement, on en reparlera de toute façon. Mais voilà, c'est vraiment d'actualité. On va parler de chronologie, on va parler de combat, on va parler de toute tout ce sujet-là. Et on va aussi parler d'un livre et d'une autrice. Voilà. Donc merci à toi d'être là. Merci pour l'invitation. Et moi, il y a une phrase tout au début qui m'a assez surpris. C'est voilà, dans les premières pages. Tu évoques quelque chose qui est un paradoxe. C'est parlant de ce chantier qui se prépare, on est au moment où ça se prépare, de ce chantier d'une centrale photovoltaïque qui utilise une énergie une énergie renouvelable, pardon, et qui fait naître un combat. Et tu dis des écolos contre des écolos, il y aurait de quoi se sentir passablement perdu. Effectivement, c'est hyper paradoxal toute cette histoire. En tout cas, on pourra en parler. Et toi, tu t'es senti perdu aussi au tout début. Et là, je voudrais m'adresser à l'autrice. Au tout début, tu évoques que ça résiste. Tu dis quand on te demande de faire un livre autour de ce sujet, tu dis ça résistait de manière totalement opaque. Ça résistait pourquoi? Eh ben, ça résistait parce que je ne savais pas pourquoi ça résistait. Il y avait quelque chose, en tout cas déjà merci d'être aussi nombreux. Je suis un peu intimidée, tout simplement. Puis c'est la première fois que je parle de ce texte en public. Donc je vais découvrir avec vous comment je peux en parler, ce que je peux en dire. Merci Pierre de cette introduction. Et effectivement, au départ, quand on m'a contacté, il y a une maison d'édition qui m'a contacté en me demandant si ça m'intéressait d'écrire un récit qui revienne et qui suive sur le combat qui se passait dans la montagne de Lure autour des centrales photovoltaïques qui s'implantaient. Et c'était il y a 2-3 ans, ça, ce coup de téléphone que j'ai eu. Et je savais pas trop. J'ai pas dit oui, j'ai pas dit non lors du coup de téléphone. Et je comprenais pas trop, il y avait quelque chose de trouble. J'étais pas complètement au fait de ce qui s'y produisait dans votre région. Je savais ce qui se passait dans le 05, moi je viens des Hautes-Alpes, et on a aussi maille à partir avec l'implantation de nombreuses centrales photovoltaïques. Et j'étais vraiment partie pour dire que c'était pas mon métier d'écrire de la non-fiction, quelque chose qui me semblait ressembler à du reportage. Et j'étais vraiment partie pour refuser. Mais quelque chose m'a retenue, dont j'arrivais pas à identifier la teneur. Et pour un peu mieux comprendre ce qui était opaque, je suis venue sur place. Alors je suis venue à Cruys parce que ça faisait beaucoup parler de... C'était à l'époque des travaux.
Et bon, vraiment, je suis venue comme une bleue, hein. Je suis arrivée avec ma petite voiture, je savais même pas où c'était exactement, donc je me suis perdue dans la montagne. Enfin, vraiment, la journaliste zéro, quoi. Et bah, j'ai cherché les chemins pour y aller. Je me suis rendu compte qu'en fait, c'était assez surveillé, qu'on me regardait de travers, donc déjà, ça m'a refroidi. Et en fait, quand je suis arrivée sur place, immédiatement, j'ai vu cette vaste étendue qui était absolument mise à nu, arasée, pilonnée, rabotée. C'est levé en tout de suite. C'est la silhouette de ma grand-mère qui s'est levée, et ma grand-mère qui était une farouche militante pour le solaire. Et je me suis dit, oulala, effectivement, c'est ça qui résistait, c'est que, donc Madeleine, elle s'appelait Madeleine Roux. Madeleine, elle défendait l'énergie solaire dans les années 70, et notamment elle avait, je vous en parlerai peut-être plus tard, initié une expérience assez post-68arde dans les Hautes-Alpes, dans le village où j'ai grandi. Et ce que je voyais là ressemblait pas du tout aux rêves et aux utopies de Madeleine. Et je me suis dit, bon, là, j'ai affaire à une trahison, à quelque chose qui va pas du tout. Ça ressemble quand même vraiment beaucoup à tout ce que le capitalisme peut faire de pire dans la récupération des utopies. Et ça va devenir une affaire personnelle. Donc j'ai rappelé l'éditeur et je lui ai dit, bon, c'est effectivement pas des écolos contre des écolos, c'est des écolos qui se battent contre de l'industrie. Et ce récit, oui, je vais le raconter, mais à condition que je puisse le raconter de manière très située. C'est-à-dire que je ne peux pas le raconter comme une journaliste, je ne suis pas journaliste, je suis romancière. Il ne s'agit pas de mentir au lecteur. Enfin, je n'ai pas les compétences de reporter et ni d'investigation. Enfin, et j'avais pas du tout envie non plus de m'en emparer comme ça. Et je lui ai parlé de ma grand-mère. Je lui ai dit, voilà, ce que je vois, c'est qu'il va y avoir certainement à un moment donné une place à un récit beaucoup plus familial, beaucoup plus autobiographique. Et tout de suite, il m'a dit, mais j'adore quand les textes prennent un chemin de traverse qui est pas du tout prévu. Et on y va. Donc c'est comme ça que j'y suis allée. Avec beaucoup de précautions et beaucoup d'angoisse, tout simplement. Hmm. Est-ce que le fait de changer de maison d'édition était aussi quelque chose enfin, contribuer à changer un peu de ce que tu faisais jusqu'à présent, du roman Moi, je trouvais ça très bien justement que ça se passe dans une maison d'édition qui me faisait une commande en quelque sorte. J'ai évidemment demandé à mes éditeurs du sonneur de romans si ça les dérangeait que je m'empare d'un sujet de non-fiction et que je publie un texte à côté ailleurs, mais il ne s'agissait pas du tout de quitter le sonneur, hein, ce qui est absolument pas le cas. Ça n'a posé aucun souci. Enfin, j'avais déjà eu une expérience en jeunesse où j'avais publié à l'école des loisirs, ça s'était très bien passé. Enfin, non, c'est pour ça aussi que je les aime énormément, c'est qu'on a cette confiance-là qui fait qu'ils ont pas perçu ça comme un danger. Enfin, je sais pas si c'était la teneur de ta question. Non, c'était surtout de savoir toi comment tu te sentais dans un accompagnement qui était différent parce que c'était pas la même maison. Ça c'est autre chose. On arrive dans une maison inconnue. Donc on rentre à tâtons on est au seuil d'une aventure d'écriture qui ressemblera pas à ce qu'on connaît. Et bon, à la fois il y a de l'appréhension, à la fois de l'excitation. Je dirais. Non, j'étais très, très contente aussi d'expérimenter une nouvelle forme d'écriture avec d'autres manières de travailler. Ça me plaisait, m'enthousiasmait. Et donc là, les premiers échanges avec Julia, donc tu dis d'entrée de jeu, ça va être situé, ça va être incarné, ça va être aussi avec une grande place laissée à ta famille. Tu as parlé de Madeleine. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce projet assez dingue et hyper joyeux, mais Oui. je te laisse en parler. Oui, alors je vais vous parler un peu de Madeleine, parce que j'ai jamais fait en public, ce qui est très étrange pour moi de parler de ma grand-mère. Madeleine, c'est donc ma grand-mère paternelle, qui est née dans 1918, avec
les cloches de la Victoire. Sa mère était britannique, elle avait traversé la Manche pour venir, pendant la guerre, vivre une grande histoire d'amour avec mon arrière-grand-père, qui était un drôle de personnage aussi. J'en ai parlé dans L'autre moitié du monde, un anarchiste résistant. Et donc Madeleine a grandi dans un humus assez polyglotte, très politisé. Arrière-grand-père et les miens. Donc son père et sa mère qui étaient lettrés, très engagés, très à gauche, humanistes. Le grand-père aussi franc-maçon, enfin mon arrière-grand-père franc-maçon. Et voilà, donc ça c'est son enfance. Elle, elle aimait beaucoup lire, elle a été très malade. Quand elle était toute petite, elle a failli mourir après une brûlure, donc elle a été alitée pendant 2 ans, aux alentours de ses 5 ans. Une brûlure à cause d'une casserole de chocolat chaud qui s'est renversée sur elle. Il y avait pas tout, il y avait plein de problèmes de septicémie à l'époque, donc il fallait faire très attention. Et c'est la littérature qui lui a tenu compagnie dans cette enfance-là. Et elle a noué très tôt un rapport charnel à la littérature je peux pas dire qu'il l'a sauvée, mais en tout cas qu'il l'a sauvée de la solitude pendant ce temps-là. Et ensuite, très rapidement, aux alentours de 8 ans, elle est retombée malade, elle a attrapé la tuberculose dans sa forme vertébrale qui s'appelle le mal de Potte, qui est une forme grave. Et là, les médecins l'ont donnée pour morte. Elle a fait des allers-retours dans des sanatoriums. Et finalement, elle a été miraculée. Elle s'est soignée. Donc là, à partir de là, gros appétit de vie. Dans son adolescence, elle a participé à des cercles poétiques, des cercles de théâtre. Elle adorait lire. Et parmi toutes les choses un peu étranges qu'elle a faites, elle a pris un billet. Elle habite à Marseille, à la Pointe-Rouge. Et elle a pris un billet de car pour monter à Manosque et taper à la porte de Giono pour rencontrer le maître, quoi, en quelque sorte. Mais comme beaucoup de jeunes le faisaient à l'époque. Et ça, elle a raconté à ma mère, je le tiens de ma mère. Elle m'en avait jamais parlé, ma grand-mère. Je ne sais pas ce qui s'est dit de l'entretien. En tout cas, il l'a reçue, cette jeune fille. Ils se sont parlé pas très longtemps. Hein. Et puis après, elle est repartie. Donc ça restera une parenthèse enchantée dont je ne sais rien. Et sa tuberculose a récidivé à ce moment-là. La guerre était en marche sourdée. Donc elle a été envoyée dans un sanatorium à Lézin, en même temps qu'Indira Gandhi d'ailleurs. Elle a rencontré plein de gens là-bas. C'est un sanatorium universitaire. Donc on comptait sur l'héliothérapie. L'héliothérapie, on s'était rendu compte que quand les gens mangeaient de l'huile de foie de morue ou qui se mettaient au soleil, ils guérissaient mieux, les tuberculeux. Et en fait, c'était parce qu'il y avait la vitamine D. Le rôle de la vitamine D venait d'être découvert. Et donc là, elle a rencontré plein de gens, et c'est le soleil et la littérature, parce qu'elle a énormément lu, énormément étudié, qui l'ont sauvée, parce qu'elle a guéri, encore une fois, donc vous voyez, 3 fois réchappée. Et de fil en aiguille, elle a rejoint Marseille, où mon arrière-grand-père était surveillé par la Gestapo, donc ils ont filé dans les Hautes-Alpes. Et c'est là qu'elle a rencontré mon grand-père, qui était médecin. Elle a été convalescente, donc elle a dû aller le consulter. Et à ce moment-là, elle s'est mariée avec lui. Hors de question de rester à la maison parce que c'était pas du tout sa nature. Elle a créé plein de trucs, un foyer culturel, socioculturel, où on pouvait voir des pièces de théâtre, apprendre la danse contemporaine, lire, faire de la sérigraphie, enfin tout un tas de trucs. Et puis ça suffisait pas, donc elle s'est portée volontaire pour être sur la liste du maire communiste qui s'appelait Émile Meurier à l'époque. En 58, elle est élue, elle est adjointe. Et puis ça suffisait pas. Et donc à ce moment-là, elle a commencé à sentir. Elle lisait Reiser dans Harakiri, dans La Gueule ouverte. Il était beaucoup question du solaire. Enfin, il défendait l'énergie solaire bec et ongle à ce moment-là. Et il y avait René Dumont aussi qui parlait du solaire. Et là, elle s'est dit, il y a peut-être quelque chose à jouer. La ville de Veynes, donc, où elle était, se mourait. Après, il y avait eu un grand essor industriel à l'époque, c'était Veynes-la-Rouge, Veynes communiste, pendant des dizaines et des dizaines d'années, grâce au train. Et puis le train avait
n'avait plus été aussi en vogue que ça. La rotonde de réparation des locomotives et des wagons a été détruite, je crois que c'est dans les années 70, début des années 70. Et là, elle s'est dit, pourquoi pas essayer une expérience nouvelle, faire de Veynes une ville solaire comme Romans-sur-Isère et la ville je sais pas, La chaussure. de la chaussure, oui, la gueule, la ville des couteaux. Enfin, Veynes, ça va être une ville solaire. Et donc, elle a mobilisé des forces. Elle est allée en Angleterre voir un centre de technologie alternative qui s'appelle McKinley. Elle s'est renseignée. Enfin, et elle a réuni autour d'elle une centaine de personnes autour d'une association qui s'appelait l'Association d'énergie solaire, je crois. Un truc comme ça. Et c'est comme ça que ça a pris forme. Les gens se sont commencés à s'équiper. Elle a fait des fêtes solaires chaque été, de 76 à 82. Il y avait des jours très joyeux où c'était scientifique, poétique. Il y avait des projections de films, des troupes qui venaient du Chili, qui venaient de Provence. Enfin, c'était assez joyeux. Elle a même imaginé un concours d'architecture solaire avec une maison solaire qui serait le prix à la clé de l'architecte qui remporterait ce concours. Elle avait imaginé même un festival de l'énergie solaire et elle avait du culot, donc elle faisait venir du monde. Il y avait Reiser qui venait chaque année, Jean Rambaud, un journaliste du Monde qui couvrait l'événement à chaque fois. Donc moi ça a été très plaisant de plonger. Moi j'ai grandi en fait dans cet humus-là, puisque 76 les premières fêtes solaires et 82 les dernières. Moi, je suis née en 78, donc j'ai grandi là-dedans, dans ce terreau. Et donc, le solaire, pour moi, ça voulait dire fête, du monde à la maison, plein de gens rigolos, un monsieur qui dessine, des trucs pas du tout recommandables, j'adorais ça. Et donc, ça sonnait joyeux. Et quand je suis arrivée à Cruys, après m'être perdue au milieu des lavandes, de tout ça, je me suis dit, c'est pas joyeux du tout. Et c'est comme ça que donc, ce que je vous racontais, le fantôme de Madeleine, il est arrivé pas n'importe comment. Enfin, moi, j'ai baigné dans un milieu socioculturel de post-68 art et d'utopiste. Et là, ça n'a rien d'une utopie. Ce qui fait peut-être un lien chronologique entre cette période d'utopie et maintenant, c'est ce qui se passe en 81, quoi. Enfin, en tout cas, à Veynes, il y a la fin du rêve, presque, avec le député qui commence à mettre un peu de politique, un peu d'économie, un peu de capitalisme, en fait, dedans. Un peu de concurrence. Et voilà, la concurrence au milieu de tout ça. Et c'est-à-dire que... Ouais, tu fais bien d'en parler parce que c'est très important. Ça, les fêtes solaires, et Veynes aurait continué à être solaire s'il n'y avait pas eu un problème politique et qui n'avait pas du tout été prévu. Ils n'avaient pas anticipé toute cette équipe du solaire à Veynes. Ils n'avaient pas anticipé du tout. En 80, quand Mitterrand est élu, ils se disent c'est formidable, hein, ça va exploser. Il va y avoir une synergie autour du solaire. Et en fait, les socialistes n'avaient pas envie de prendre le train en marche. Ils étaient un petit peu jaloux du succès qui était porté par les communistes. Et ils ont imaginé une scope concurrente. Il y avait ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'à Veynes, il y a eu une usine qui s'appelait la STA de fabrication de panneaux solaires à Veynes. Donc et ils ont équipé des tonnes et des tonnes d'installations. Un peu de partout en France, hein, mais même ils ont exporté à l'étranger, au Portugal, et puis dans d'autres succursales. Et donc, les socialistes ont, derrière le député, imaginé une scope concurrente. Le député a été élu maire de la ville de Veynes, et il a fait capoter plus ou moins tous les projets qu'avait ma grand-mère, ça a été une période très difficile, et de fait, elle a démissionné. Très rapidement, elle a abandonné cette idée-là parce que c'était plus possible de continuer contre vents et marées. Est-ce que, petite parenthèse, sur ce solaire façon Veynes, façon années 70, etc., est-ce que c'est le même panneau solaire que ce qu'on a là sur la montagne de Cruys? C'est quoi la différence? C'est pas du photovoltaïque, c'est du capteur plan. Alors je ne suis pas une spécialiste, mais c'est pour fournir de l'eau chaude, c'est pas pour fournir de l'électricité. Ouais. Eux, ils appelaient ça des capteurs plans. Alors, ils avaient même eu
c'est un ami de mon père qui avait repris, qui avait fait l'usine de fabrication, et ils avaient même des coquetteries. Ils faisaient des capteurs plans avec des couleurs qui pouvaient s'accorder. Et en fait, il y a eu un record de densité de capteurs plans au monde, à Vennes. Tout le monde s'était équipé et tout le monde marchait à l'énergie solaire. Enfin, moi, j'ai appris à nager dans une piscine chauffée au soleil. Le collège l'eau chaude était chauffée par le soleil. Enfin, c'était très vertueux, quoi. Enfin, puis c'était très beau. Oui, à l'échelle de toute la commune, parce que le camping aussi. Ouais, c'est ça. Tout était relié avec cette chaleur. Ouais. On entend qu'il y a une teneur politique dans ce livre, dans cette histoire, avec ces personnages qui sont pas du tout des personnages de roman, mais enfin ils sont énormes, ils sont campés, Madeleine est extraordinaire. Enfin, on l'imagine. Moi, je l'imagine en tout cas vraiment bien. Mais donc, petite parenthèse, Madeleine était toute petite. Comme elle avait eu la tuberculose, elle n'avait pas pu grandir. Et donc, elle était vraiment minuscule. Elle m'arrivait là, quoi. Et c'était d'autant plus impressionnant, toute cette énergie qui se déployait de cette toute petite personne. Quelqu'un de vif, donc très vif et très élégant. Surtout, elle avait gardé son élégance britannique. Et donc c'était toujours, tout était fait avec beaucoup d'élégance. Elle était très combative, mais avec beaucoup de forme. Je voudrais t'interroger sur cette dimension politique, parce que tant la politique locale qu'une politique nationale, en fait, tu nommes des responsables politiques. Tu parles de Félix Moroso, maire de Cruys. Tu parles des maires du 04 qui adressent une lettre à Dupond-Moretti, garde des Sceaux. Les 49. On est 49, mais qui se revendiquent. Voilà. Tu parles de Darmanin, bien sûr, qui va dissoudre les soulèvements de la terre en utilisant cette expression d'éco-terroriste. Et tu parles de Macron, où tu dis que sous son mandat, les réformes participent à détricoter le droit de l'environnement. Cet enjeu politique, comment tu t'en empares? Est-ce que, en tant que citoyenne, en tant qu'autrice, comment on joue là-dedans? C'est pas forcément facile. Justement, je me suis posé plein de questions à cet endroit-là. Je me suis dit quelle était ma légitimité, moi. Et en fait, j'ai résolu la question en me disant que la seule légitimité que j'avais, c'était ma subjectivité. Et d'assumer complètement que j'écrivais depuis ce que j'étais, d'où je venais, mes incompétences, mes lacunes, le fait que j'étais pas journaliste, et le fait que je sois travailleuse aussi. Donc j'ai enquêté. J'ai joué. J'ai beaucoup lu, je me suis beaucoup renseignée, tout est sourcé à chaque fois. Et surtout, j'ai rencontré les gens sur place. C'est que j'ai compté sur les forces vives des gens sur place. Alors j'aurais aimé rencontrer tout le monde. J'ai fait des démarches pour rencontrer, dans un premier temps évidemment, les associations qui luttent, en particulier Amilur et Elzéar en résistance. Mais je voulais aussi rencontrer le maire de Cruys parce que j'avais décidé de faire un zoom sur la situation à Cruys parce que c'était emblématique. Et je ne pouvais pas parler des 30 projets qui avaient été soit réalisés, soit qui étaient en passe de l'être. C'était trop énorme, j'aurais perdu le lecteur. Donc il fallait une forme de lieu symbolique. Et Cruys ayant beaucoup fait parler de lui, ça me semblait le plus logique. Et j'en ai discuté avec mon éditeur, qui était un éditeur. Le texte a suivi des étapes, mais qui ne sont pas intéressantes pour... mais en tout cas, bon, c'est pas la même personne qui a commencé à travailler le texte, c'est la personne qui a fini. Donc, je voulais rencontrer tout le monde, et Boralex et le maire de Cruys, et ça n'a pas été possible. On n'a pas voulu, on m'a laissé en plan. Et c'est dommage parce que j'aurais vraiment aimé confronter, entendre aussi les raisons, et puis pouvoir les écrire et raconter ça. Donc j'ai mis toutes mes démarches que j'ai pu engager dans le texte pour arriver à mon but, mais j'ai fait chou blanc. Je suis repartie bredouille de cette parole contradictoire. Et même sur place, à Cruys, quand je suis allée
quand je suis allée enquêter, ça a été très compliqué d'avoir des gens qui veuillent bien me parler du projet et qui étaient pour. Donc j'ai dû aller chercher la contradiction sur Internet ou... Avec des flyers ou des... Ouais. Ouais, voilà, mais j'ai pris ce que j'ai pu, je suis allée récolter ce que j'ai pu, mais c'est dommage. Enfin, ça, c'est un vrai regret dans le texte de ne pas avoir cet espace contradictoire. Cet espace contradictoire, tu le mentionnes effectivement. Alors, effectivement, il y a le côté source est extrêmement présent tout du long, c'est très présent. Il y a même, je trouve, une attention très particulière donnée au choix des titres et attention austère, c'est austère. C'est, de mémoire, c'est toute la chronologie en fait que tu déroules sur un chapitre. Il est nécessaire, mais c'est vrai que. euh, c'est rempli d'acronymes, c'est rempli de tout ça. Le job est fait, quoi. Enfin, tu balises absolument tout. Et je voulais t'interroger sur ce lien-là avec les habitantes de Cruys. Tu dis que donc tu n'as pas eu accès à ces... Pas tous. Il y en a un qui est dans la salle, qui a bien voulu m'accueillir, qui m'a ouvert sa porte. Est-ce que tu veux nous raconter justement ce lien-là aux personnes bon, que tu as pu rencontrer? Et puis peut-être on pourra ensuite parler du lien que tu fais avec on est chez nous. Et ça, c'était vraiment cette. Moi, je suis arrivé à Cruise pile au moment où il y avait un tract qui disait en gros, on est chez nous, ou je sais plus. Restez chez vous. Restez chez nous, restez Voilà, chez c'est vous. ça. Voilà. Mais... alors, ça fait beaucoup de questions en une, je vais les serrer. La première chose qui était nouvelle aussi, enfin, la chose qui était nouvelle pour moi, c'est que j'avais rencontré des vrais gens qui allaient me confier leurs récits, leurs paroles, leur histoire, leur combat, et en plus un combat qui parfois était confidentiel ou alors qui menait en parallèle. Je pense aux gens d'Extinction Rebellion par exemple qui n'avaient pas forcément envie d'apparaître, voilà, ils ont pris plein de précautions pour me rencontrer. Et ça c'était nouveau. Moi je manipule, et je le dis vraiment à Essian, à bon escient, je manipule des personnages habituellement. Et les personnages, on n'en fait pas ce qu'on veut, parce qu'ils ont une vie propre, ils ont c'est un système qui a son économie propre, hein, mais là, c'était des vraies personnes, et j'ai fait beaucoup d'enregistrements. Donc, je suis allée rencontrer les gens, des enregistrements souvent longs, qui pouvaient durer, le plus long a duré 7 heures. C'était ici, à Fort-Calquier. Et c'était très plaisant, mais ça voulait dire après aussi faire le tri, donc dérocher tous ces enregistrements. Il était hors de question de confier ça à de l'intelligence artificielle. Donc moi, comme je suis un petit peu têtue et une vraie tête de mule, j'ai tout fait à la main. Ça m'a pris un temps fou, mais c'était très intéressant parce que ce temps-là à transcrire les paroles, et en plus l'oral, c'est avec les hésitations, je ne pouvais pas le restituer tel quel, il a fallu adapter, mais en restant fidèle, donc c'était une vraie réflexion d'écriture. Ce temps-là passé avec la voix des gens, et à réécouter les entretiens qu'on avait pu avoir, c'était un vrai temps d'immersion dans une logique qui n'était pas la mienne et qui était nécessaire. En fait, je me suis rendu compte que glisser dans la pensée de ces gens qui l'avaient déroulé pendant des heures et des heures, c'était très bon pour que je sorte de moi-même et que je rentre dans des logiques que je comprenais pas comme ça. À l'oral, il y avait plein de choses que j'avais pas saisies. Et en dérochant les enregistrements, c'était vraiment très formateur. Et d'ailleurs, j'ai eu très peur à un moment donné parce que j'arrivais plus à me souvenir du nom du compagnon d'une des personnes que j'avais rencontrées, qui était là pendant l'enregistrement et qui disait des choses très intéressantes. Et je voulais absolument retrouver son nom. Je savais qu'il avait écrit dans un journal. Et je suis tombée sur un article qui disait qu'il était mort. Et ça faisait trois jours que j'étais avec sa voix, et je me suis mise à pleurer. Et en fait, c'était pas lui, c'était un homonyme. Et je me suis dit, mais en fait, ces gens-là, ils comptent. Petit à petit, ils sont rentrés dans mon texte, mais ça veut aussi rentrer dans sa vie, et que j'avais une forme de responsabilité vis-à-vis de leur voix, et qu'il ne s'agissait pas de les instrumentaliser pour les mettre à un moment donné du récit parce que ça m'arrangeait, ou de les caser là parce que c'était pratique pour dire quelque chose, mais qu'il fallait vraiment, au contraire, ça soit la démarche inverse, que je parte de leur
de leur voix et que je vois où le texte me menait, comme ça. Et c'était une manière de faire très, très peu confortable. Beaucoup moins confortable qu'écrire un roman. C'est vrai. Ah oui, oui, c'était beaucoup plus compliqué. Plus compliqué parce qu'il y avait des histoires de choix éthiques, quoi. Enfin, suivant le montage qu'on fait, ben, on ne dit pas la même chose dans les non-dits, dans les ellipses, dans le fait de coller tel chapitre avec tel autre. Il peut y avoir de l'humour, il peut y avoir de la malice, voire un petit peu de moquerie, et il fallait faire attention à ça. Est-ce qu'il y a eu des personnes que tu as pu citer en te disant qu'est-ce qui va m'arriver Et oui, je continue à me poser la question. À un moment donné, j'ai contacté Boralex et je les ai prévenus en disant que les échanges qu'on avait, je les mettrais dans le texte. Et j'ai reçu un message me disant, en tout petit, il y avait une clause en me disant qu'il y aurait des poursuites si les messages étaient reproduits. Donc ça, je l'ai découvert assez tardivement, donc je me suis dit, oulala, il faut vite revoir tout ça. Bon, j'ai fait relire le texte par le service juridique de Julliard. Mais c'est vrai que je voulais pas non plus être caricaturale, hein, c'était loin d'être le cas. Moi, j'aurais vraiment aimé entendre les gens sur place qui défendent le projet et qui y croient. Hein, mais, je reviens à la deuxième partie de ta question, ce que j'y ai vu, c'est vraiment quelque chose d'assez xénophobe, mais xénophobe au sens large. C'est que on est chez nous, restez chez vous. Ça dit beaucoup du fait que cette affaire-là, qui pourtant nous concerne tous, qui est l'environnement, qui est le vivant, ça ne doit pas se jouer dans un village à vase clos, quoi. Enfin, c'est des décisions qui nous engagent tous. Et il me semble que ça aurait été intéressant qu'il y ait des débats plus larges au-delà que ça ne se passe pas forcément au niveau de la commune. Mais bon, là on rentre dans des fonctionnements et des mécaniques qui dépassent largement la commune. Enfin bon, on sait bien qu'il y a une volonté préfectorale pour accélérer toutes ces démarches, pour accepter les dérogations, pour faire des dérogations aux opérateurs. Oui, oui, oui. Je ne sais pas s'il est important de rappeler cette chronologie, peut-être très brièvement, cette chronologie en fait de tout ce chantier-là, parce qu'effectivement c'est une histoire longue. Je me demande s'il n'y a pas des gens dans la salle qui en savent mieux que moi ou que nous tous, hein, parce que vous êtes sur place, vous avez suivi le truc depuis le début. Il y a eu un permis de construire. Enfin, il y a eu au départ, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Ou alors peut-être qu'il y a des gens qui sauront mieux, et peut-être que j'apprendrai des choses justement ce soir. Mais c'est trouble sur comment ça a commencé, comment ça s'est noué. On ne sait pas trop si, a priori, s'il y a eu une volonté de la mairie à Cruys, par exemple, d'avoir une rente et donc d'inviter des opérateurs, et s'il n'y a pas d'appel de marché. Donc, c'est Boralex qui a été choisi. Ouais, c'est Boralex probablement qui a fait des appels du pied, hein, je suppose, mais là ça reste de l'ordre de l'hypothèse. Et donc c'était dans les années 2010. C'est ça, tu dis déjà dès 2010, dans les conseils municipaux. Oui. Vous voulez la chronologie ou... Tu veux faire c'était pour aller vite. En 2004, il y a un incendie qui brûle 2 à 300 hectares, les chiffres divergent. En 2004. En 2008, l'ONF passe et replante un peu partout des cèdres Atlas. En 2009, Boralex et la mairie commencent à parler ensemble, que ce soit Boralex qui a alerté Cruys à l'opportunité, ou Cruys qui a fait vraiment un appel à projet comme il prétend, ce qui semble moins probable, en tout cas peu importe en fait, le résultat est le même. À la même époque, 2010-2012, il y a une étude d'impact qui est faite, qui est sur un milieu complètement ouvert, parce que les petits cèdres Atlas, ils sont comme ça. En 2012, ils commencent à sortir un peu du sol. En 2016, il y a une étude d'impact pour changer le PLU, évidemment pour une installation industrielle dans cette zone plutôt forestière. Ensuite, en 2017, il y a une autre étude d'impact avant pour le permis de construire. En janvier 2017, janvier-février, attribution d'abord du permis de défrichement et le lendemain, attribution du
permis de construire. Nous, pour vous expliquer d'où on parle, on est les voisins, quoi. Le bon voisin, comme dit Lorraine. Alors, et donc nous, on s'interroge là-dessus, puis finalement, on attrape un avocat de Fort-Calquier qui s'avère être un pote de Moreau, qui dit il n'y a rien à faire, et puis comme Lorraine le raconte, 150 € merci. Et puis, donc on laisse passer la fenêtre du recours, qui est 2 mois après la condition du permis. Et puis, bon, on commence à s'agiter quand même un petit peu. Au départ, on pensait que c'était une bonne idée, mais on s'est rendu compte qu'il y avait quand même... La forêt est en train de sortir à ce moment-là. Donc, il y avait au-dessus, il y a un bois de pin noir qui a été planté 60 ans avant pour la récolte. À la limite, ils auraient pu aller couper ça, on aurait réagi sans doute aussi, mais c'était la vocation de cette forêt. Tandis que là, on avait une jeune forêt en pleine puissance, en pleine régénération. Le dernier truc à faire, c'est d'aller couper ça. Et donc on se battait pour ça. On a rejoint Amilur à ce moment-là, et puis en discutant, on s'est rendu compte que Boralex avait oublié sa dérogation espèce protégée, qui aurait dû passer en même temps que le défrichement. Donc c'est juste avant que la porte se referme, il y avait cette petite ficelle qui dépassait encore, qu'on a attrapée, et puis on les a attaqués là-dessus. Et ça c'était en 2020. Attribution de la dérogation fin 2019 par le préfet, début 2020, recours d'Amilur. Quand je dis on, c'est l'association Amilur, dont il y a un membre du conseil d'administration qui est ici, Thierry Martin. Et puis début 2023, je crois, Amilur a été débouté, fait appel et gagne l'appel. Qui est annoncé le 31 mai 2024, suite à quoi Boralex nous amène au Conseil d'État. Il y a eu une audience le 8 avril, je crois, suite à laquelle le rapporteur a été allé dans notre sens. Tous les observateurs aguerris nous donnaient 99,9% d'obtenir donc gain de cause. Et coup de théâtre, le Conseil d'État, faisant de la politique plutôt que du droit, prétendant connaître quelque chose à la question alors que ce n'est absolument pas le cas, il nous a fermé la porte en jugeant au fond plutôt qu'au droit, et là c'est foutu. Là c'est foutu. On a appris ça il y a une semaine. Ça c'est pour parler de la chronologie. Donc j'oublie qu'en 2022, septembre 2022, Boralex arrive et coupe cette forêt qui n'existait pas. Hein. Dans le discours de Pope, là, et tout ça, ils demandent, mais il n'y avait pas d'armes. Ils ont quand même mis 2 mois, je pense, à sortir le bois qui n'existait pas. Voilà. Il n'y a pas de recours international? Si je peux rajouter quelque chose, oui. Renseignement pris, apparemment, c'est pas le genre de sujet qu'on peut vraiment traiter à l'Europe. Il y aurait peut-être une procédure française qui serait longue et laborieuse. Disons que là, tout d'un coup, nos espoirs sont réduits à très, je ne peux pas dire zéro, mais à extrêmement très peu. Puis je ne pense pas qu'Amilur, dont je ne suis plus au conseil d'administration, choisisse d'aller dans ce sens. C'est surtout les fonds, parce que ça nous a déjà coûté très très cher d'aller au Conseil d'État. Et si on voulait partir dans ce genre de procédure, alors là, on est là pour des années et ça va nous coûter de nouveau très très cher. Il y a d'autres projets pendant ce temps-là. Ouais, on a d'autres projets à se bagarrer, pas que celui-là. Et juste un petit mot, puisque je ne veux pas prendre faut pas aller le chaud à leur rythme, mais l'argument du Conseil d'État, c'est de dire que nous on les avait attrapés. Il y a une dérogation espèces protégées, c'est une liste d'espèces protégées et des mesures de compensation en face. Si quelqu'un vous interpelle en disant ben non, tu as oublié tel piaf, tel lézard, tel machin, ah ben c'est pas grave, on va vous rajouter des mesures de compensation. On ne peut pas arrêter un projet comme ça. Sauf que pour avoir la dérogation, il faut remplir trois conditions sans lesquelles ça ne peut pas passer. La première, c'est qu'il faut que ça soit d'intérêt public majeur. Bon, on s'est battu là-dessus, mais évidemment, on avait les consignes de l'État. Donc ça passait. Une autre, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait une espèce extrêmement en danger, donc qui disparaîtrait suite à votre intervention. Okay. La troisième condition, ou la deuxième, enfin une des trois conditions, c'est qu'il faut prouver qu'on a fait une étude de différents sites alternatifs et qu'on a choisi celui qui avait le moindre impact environnemental. On avait gagné l'appel en disant que cette clause ne précisait aucune échelle. Est-ce que c'est l'Europe? Est-ce que c'est la rue? Est-ce que c'est le département?
Et on prétendait, nous, que c'était plus large que Cruis, évidemment, pour la petite histoire encore, je parle trop. Boralex est arrivé dire, bon, c'est là qu'on doit faire le site. Alors, ils ont découpé ça en 3 zones, la zone A, la zone B et la zone C. Leur recherche d'alternatives, c'était, est-ce qu'on fait AB ou BC ou AC? Voilà. Ils ont débarqué au tribunal avec cette idée-là, mais voilà. Et là, ce que dit le Conseil d'État, c'est qu'ils disent que la recherche doit se faire dans le cadre du projet. Autrement dit, comme le projet était là, ils ont fait une recherche suffisante. Ce qui veut dire que cette clause-là, dans les dérogations d'espèces protégées, est désormais vidée de toute substance, parce que ça va faire jurisprudence. Il suffit qu'un maire qui a une commune avec une forêt remarquable, des espèces incroyables, il décide de faire ça là, même si à côté il est cerné par des friches industrielles qui valent rien. S'il a voulu faire ça là, ben on va le faire là. C'est une très mauvaise nouvelle pour tout le monde. S'il vous plaît, je voudrais juste rajouter un mot pour dire que un message un petit peu plus optimiste, bien qu'on ait perdu là, l'affaire n'est pas terminée. Je ne donnerai pas de détails, mais l'affaire n'est pas terminée. Alors j'aimerais bien savoir Oui, comment, alors là. Je vous laisse Bah oui, mais suivre. l'affaire est terminée. Je sais Non, que vous êtes toujours. l'affaire n'est pas terminée. Bon, ben, message d'espoir. Message d'espoir, Oui. tant mieux. Voilà, en fait, c'est pour donner un message d'espoir. Il faut y croire. Ouais, de toute façon, ces questions-là sont importantes, sont en lien avec le livre de toute façon, et c'est aussi le lieu, enfin, de parler de ce livre-là, c'est aussi le lieu pour évoquer ce mouvement et toutes les implications et les luttes qui continuent sur Cruis et ailleurs. Comment ce livre-là, est-ce que tu as une idée de comment le mettre entre les mains de personnes que tu as interrogées en plus, mais enfin, tu as essayé de les interroger. Est-ce que tu as envoyé ce livre à Boralex, par exemple? Non. J'y ai même pas pensé. J'ai pas pensé. En fait, moi je me dis que ça peut être un outil pédagogique aussi, de rappeler tout ce qui a été fait. Vous êtes bien optimiste, mon cher. Moi aussi, peut-être un peu trop positif. Non, pour le coup, je ne l'ai pas fait. Non, j'ai envoyé aux gens qui m'avaient accordé du temps, qui m'avaient accordé leur confiance. Mais non, j'ai pas pensé. Après, c'est une vraie question, celle-ci, que les textes de combat, souvent, ils ne font que convaincre des gens déjà convaincus. Et moi, j'ai parié sur le fait que Madeleine serait un cheval de Troie. Et son histoire et le caractère autobiographique du texte pouvaient aussi amener quelque chose de l'ordre de l'émotion, et qu'il ne soit pas juste un essai, et que le fait que ce soit un récit fortement ancré et subjectif pouvait peut-être Amener. Voilà, peut-être, c'était une brèche. Là, moi, je reste très précautionneuse, j'attends de voir la réception. Je voudrais pas que ce soit un texte qui soit lu que par des gens déjà acquis à la cause, et qui, si ça pouvait, semer quelques petites graines ici ou là. Chez les jeunes gens aussi, peut-être que c'est quelque chose qui... Il y a d'autres initiatives que tu évoques, comme des pistes d'action. Et là, on entre dans presque une part en tout cas de souhait. Ce rendez-vous tous les 2 ans que tu évoques au Contadour, ça ferait le lien avec Giono, ça ferait... Oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de Giono. C'est vrai, et pourtant il donne un peu son titre libre. Oui, c'est important ça, il faut peut-être que j'en dise quelques mots, parce qu'en fait, ce qui m'a frappé, c'est que la montagne de Lure, c'est la montagne où on projette l'homme qui plantait des arbres, et on arrache des arbres là où Giono imaginait que Elzéar-Bouffier les plantait. Donc je me suis dit, dans un premier temps, avant toute chose, il faut que tu lises, que tu relises. Je me souvenais plus trop bien de l'homme qui plantait des arbres, c'est un texte que j'avais lu évidemment, mais j'avais plus en tête exactement. Et surtout, ce qui m'a frappé en redécouvrant le texte, c'est tout le début de l'homme qui plantait des arbres, et je l'ai pris en note, je peux vous le dire. C'est... Giono parle d'Elzéar-Bouffier, c'est donc ce berger qui plante jour après jour une forêt.
Et il écrit « Pour que le caractère d'un être humain dévoile des qualités vraiment exceptionnelles, il faut avoir la bonne fortune de pouvoir observer son action pendant de longues années. Si cette action est dépouillée de tout égoïsme, si l'idée qui la dirige est d'une générosité sans exemple, s'il est absolument certain qu'elle n'a cherché de récompense nulle part et qu'au surplus, elle est laissée sur le monde des marques visibles, on est alors, sans risque d'erreur, devant un caractère inoubliable. » Et je me suis posé la question, je me suis dit, bah là, en fait, il pose les bases des 5 piliers de l'éthique, quoi. Enfin, la bienfaisance, la non-malfaisance, le respect de l'autonomie du sujet, la justice, l'équité, enfin, tout ça. Enfin, c'est presque une définition en avance du développement durable. Et moi, je me suis dit, mais en fait, on parle de personnalité morale en parlant des entreprises, et prenons au mot Giono, et imaginons que tout CA, tout organe de décision qui implique le collectif passe au crible de cet incipit et qu'on en fasse un test, en fait, et qu'il faille répondre aux 4 conditions que pose Giono pour une action bonne et pour être une personne bonne sur Terre. Et donc, mon test LZR, il se résume en 4 questions très simples. C'est: le projet est-il dépouillé de tout égoïsme? L'idée qu'il dirige est-elle d'une générosité sans exemple? Ne cherche-t-il de récompense nulle part? Rend-il le monde meilleur? Et je pars de ça, je me dis, mais je vais, et c'était ça mon enquête, je me suis dit, je vais sur place, et j'interroge, et je vois si Sonadix, Siemens, Q-Energy, Boralex et compagnie réussissent le test LZR. Bien sûr, c'est de la mauvaise foi, je sais très bien qu'ils ne le réussissent pas. Mais n'empêche que, en fait, on devrait, je vois pas pourquoi, en fait, nous, êtres humains, on ne devrait pas être aussi simple dans les prises de décision qu'on a, de se dire, mais c'est ça, en fait, qui fait le gouvernail qu'on doit avoir, c'est aussi bête et aussi simple que ça. Il n'y a pas à chercher, midi à 14h, des dérogations, des machins, des trucs, non. Et donc, je me suis dit, va faire passer ce test. Et j'aurais adoré le faire passer. Je me voyais poser ces questions un petit peu... Voilà, mais en fait, voilà, j'étais frustrée et privée de ce moment. Hein. Ne vous inquiétez pas. Il y a des endroits où on peut vous faire venir. Hein. Ah oui, du monde. Ah, bah alors. Mais maintenant, le livre est écrit. J'aurais adoré pouvoir l'écrire et raconter. En fait, c'était ça. Le deuxième tome. En fait, ça mériterait quasiment un deuxième tome. Hein, avec j'ai fini de l'écrire à l'automne dernier. Donc, il y a toute la partie sur le Conseil d'État qui est pas envisagée. Enfin, qui est en suspens au moment... Enfin, le livre se termine sur ça. Sur ça, ouais. Et est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on s'est dit, sur voilà, des idées qui sont venues en cours de discussion? C'est pas une question, mais c'est une remarque. Je pense que le cheval de Troie, c'est Madeleine, mais c'est aussi Laurine Roux. Parce que vous êtes romancière et qu'on aime beaucoup vos livres, et que c'est un nom qu'on a envie de lire. Voilà, il y a 2 chevaux de Troie dans cette histoire. Il y a vous et Madeleine. Et j'espère que ça va marcher. Que la grand-mère et la petite fille se tiennent la main et... On pourrait dire que c'est vous qui chevauchez le cheval. Ah, c'est pas sur mal. l'épaule des géantes. Sur l'épaule des géantes. De la géante. Merci. Vous me donnez des billes pour les rencontres futures. J'aime tellement vous lire que merci. je pense que le cheval de Troie, c'est aussi... Merci. Mais je pense que c'est ce que s'est dit l'éditeur qui m'a contacté. C'était un peu et malin, mais c'est bien. Oui. C'est probable qu'il ait fait appel, enfin, il n'a pas fait appel impunément à une romancière pour raconter ça. C'est évident, il y avait 1000 personnes qui pouvaient... Après, je pense qu'il y a aussi l'attachement géographique. Moi, je suis voisine, 04-05, on est quand même on n'est pas loin, quoi. Enfin, c'est les Alpes, c'est les Préalpes, la montagne de Lure, 42 km de Préalpes. Donc il y avait cette question. Alors, c'est aussi une remarque en fait. J'ai trouvé ça intéressant que ce soit une romancière qui traite ce genre de sujet. Je me suis retrouvée dans Madeleine, je me suis pas retrouvée dans Madeleine, mais j'ai vécu dans les années 74-76 quand j'étais étudiante. J'avais des profs d'archi, on parlait de maisons passives, on construisait des briques en terre dans la cour des Beaux-Arts, on essayait de fabriquer des panneaux solaires, etc. Donc en fait, je vois très bien toute cette époque, en fait. Et quand le projet nous est tombé dessus, enfin quand on en a pris connaissance,
on en a pris connaissance en 2010. Et franchement, j'ai dû beaucoup me documenter, savoir ce que c'était, parce qu'à l'époque, en fait, personne ne le savait. Et j'étais restée comme elle, dans l'image, enfin comme vous, pardon, dans l'image de ouh, le solaire, voilà. Et ça a été, ça nous est tombé dessus et il a fallu beaucoup, personne n'était documenté sur la question en fait. Il a fallu travailler pour se rendre compte que c'était pas du tout écologique, que c'était pas du tout social, enfin sur tous les plans c'était naze. Eh bien, si je peux rajouter un truc à ce niveau-là, c'est que quand tu dis que tu t'interroges au départ, tu es confronté à la réalité du photovoltaïque chez nous par rapport à ce que tu as vécu avec ta grand-mère, il y a une différence là qui n'est pas du tout anodine, qui apparaît peut-être comme technique, du fait que ça soit thermique plutôt que photovoltaïque, mais ça a un impact social énorme, parce que le photovoltaïque, son électron, il peut partir pour Cruis, mais il va à Marseille, il va à Lille, et ce qui est implicite dans le solaire thermique, parce que l'eau chaude, elle ne va pas loin, c'est que c'est local, c'est collectif, c'est socialement vertueux, quoi. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une différence importante dans les deux démarches. D'ailleurs, Madeleine n'a jamais, alors qu'il y avait déjà le grand four d'Odeillo qui réfléchissait dans les Pyrénées aux photopiles, et Madeleine et Aven, ils n'ont absolument pas exploré cette piste-là du photovoltaïque, ça ne les intéressait pas. Ce qui les intéressait, c'était l'autonomie, c'était le low-tech, le récupérable, le recyclable aussi, hein, parce que... Et le fait sur place. Et le fait sur place, quoi. Enfin, c'est ça. C'est local, le thermique. Ouais, bien sûr. Je crois qu'il y avait une question. Oui, une dame qui avait une question. En fait, je suis lycéenne et en ce moment en terminale, en physique, enseignement scientifique, on parle des énergies renouvelables. Et en enseignement scientifique, on parle des avantages et des inconvénients de ce type de choses, et notamment l'impact écologique qu'il y a, et notamment dans la recherche des matériaux. Et votre livre aussi pourrait donner un autre point de vue sur ce genre de choses, pour donner un autre inconvénient du photovoltaïque, même si c'est censé être quelque chose de génial pour les énergies renouvelables au niveau de l'électricité, afin de pallier contre le charbon. Il n'y a pas forcément de dioxyde de carbone, mais il y a quand même toutes ces ressources qui sont, ces forêts qui sont arrachées, c'est pour faire des champs, et je trouve ça très, très intéressant comme démarche. Donc je pensais peut-être en parler aussi à mon professeur pour ce genre de choses. Mais c'est génial, si ça vient en plus des forces vives, bien sûr. Je crois que Nick avait... Ouais, tu vas pas aimer, hein. Tu voulais dire quelque chose, Nick? Je voulais dire deux choses. D'abord, par rapport à Venn, parce que, à ma connaissance, et je demande est-ce que c'est toujours vrai, parce qu'il y a beaucoup de projets dans le Wesh, comme dans le montagne de Lure, et à ma connaissance, Venn a strictement refusé de faire des parcs au sol, sur le sol vivant. Je crois on n'a pas mentionné encore ce soir, donc c'est quand même intéressant de dire que, contrairement à la Roche des Arnoux, par exemple, où il y a des projets de Sérigon qui est très invraisemblable dans le lit d'une rivière, enfin complètement folle, quoi. Mais Venn semble rester fidèle. Enfin, on a un tout petit peu montré en avant le Venn comme assez éthique, tout en faisant toujours le solaire, mais en le faisant sur le sol vivant. Et la deuxième chose, je voulais dire juste, un peu pour remercier, mais enfin, moi je fais partie de la coordination nationale photovoltaïque, qui est une coordination nationale pour essayer de s'opposer à tous ces parcs sur ce qu'on appelle les ENAF, les espaces naturels, agricoles et forestiers. Et je sais qu'il y a des relations avec Loïc qui anime, voilà, et qu'ils vont utiliser le livre d'une manière ou l'autre, parce que il y a un festival, donc pour ceux qui ne le savent pas, il y a ce qu'on appelle le festival de résistance, le 12 au 14 juin à Cajarc dans le Lot.
Donc des gens qui viennent de pas mal de régions et c'est une bonne occasion pour rencontrer d'autres. Il y aura beaucoup de juristes et des naturalistes, etc. Parce que comment on peut mener ces luttes, c'est pas facile. Mais la coordination fait un travail assez considérable. Et donc voilà. Mais merci d'être déjà un peu impliqué d'une année ou l'autre. En tout cas, je crois que le livre. Il y a aussi pour ceux qui ont vu le film d'Isabelle Halfwet à Montlot, elle était là il n'y a pas longtemps. Elle est en train de créer un film. Il faut dire peu de moyens, parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens, mais en fait à partir d'images envoyées par des collectifs en lutte, elle fait un film d'1 heure sur les luttes contre des parcs photovoltaïques comme ça, qui va être montré à Cajar. Alors, j'en profite juste pour dire un petit mot, parce que en fait, ce que j'ai retrouvé sur place, ici, c'est cette énergie, cette capacité de mobilisation et d'énergie de gens très différents, avec des moyens de lutte très différents, mais pour le bien commun. Et j'ai trouvé ça vraiment extrêmement beau, réjouissant. Parfois, il y avait des frictions, évidemment, c'est compliqué de lutter ensemble. Mais justement, cette effervescence et cette capacité de sacrifice aussi, hein, parce que le temps passé de tous les gens que j'ai interrogés est colossal, hein. M'a ramené à mon enfance, à cette énergie de post-68, années 70, 80, et je me suis dit, ben, en fait, tout n'est pas complètement foutu. Les gens continuent quand même malgré tout, et bon, moi j'avais bon espoir que le Conseil d'État donne, enfin voilà, tout laissait penser que les conclusions du rapporteur iraient dans le sens d'Amilur et des opposants, mais bon, je veux pas croire que ça se terminera comme ça. On peut se demander ce qui se passera dans 30 ans aussi, hein, en termes de recyclage de ces structures-là. Qu'est-ce que ça veut dire autant de... On nous dit que ça sera recyclé, mais alors moi j'aurais besoin de réponses très claires, et dans quelle mesure. On peut se poser la question aussi de l'herbe dessous, parce que là pour l'instant il n'y a rien, mais l'herbe finit toujours par repousser, on le sait bien, hein, qui jardine sait qu'on peut vouloir la supprimer, et donc qu'est-ce qu'on va mettre? On va pas mettre donc il va y avoir du désherbant à un moment donné, on va pas mettre des petites personnes qui vont aller tondre régulièrement, parce qu'il y a des risques d'incendie si la végétation repousse. Il y a des brebis. C'est ça. Des brebis. Il y a une affiche qui circule Brebis et des vaches. montrant une photo de Fruis, du parc de Fruis dans 30 ans. Oui, alors ça c'est toute avec en couleur mordorée, avec des belles lettres sur tous les tracts, évidemment. Il y a tout un travail. Je pense qu'ils passent plus de temps à payer des gens sur la com qu'à vraiment réfléchir aux conséquences de tout ça. Hein. Juste pour l'optimisme, il y a quand même des milliers de projets de parcs en France, mais il y a au moins 100 victoires, une centaine au moins. Et ça, c'est la coordination a fait une espèce de... Voilà, il y a tout récemment une nouvelle dans le 05 à Bréziers. Voilà, donc je veux dire, ça vaut le coup d'essayer s'y mettre, quoi. Oui, ce que je voulais dire pour répondre à une jeune fille là, qui était en terminale, vous m'avez appelé, je crois, c'est que les parcs photovoltaïques, c'est tout sauf des énergies vertes. C'est-à-dire qu'on pollue à l'autre bout du monde avec un asservissement des populations, des ressources, on extrait les métaux rares avec des énergies fossiles, c'est transporté avec les énergies fossiles. Donc, c'est absolument pas des énergies vertes. Voilà. Et sur le devenir du livre, parce que tu as l'habitude de porter tes livres, tu es accompagné par l'auteur, tu bouges beaucoup, tu fais beaucoup de rencontres. Est-ce que là, cette maison d'édition-là, sur ce livre-là, ça va être le même travail? Est-ce que tu es sollicité par Mons et Parvaux, un peu partout? Ou est-ce que, comment le livre va être porté par l'édition? Particulier parce que le livre, j'ai publié 3 fois La colère en août dernier, donc, et il y a eu un accueil tellement merveilleux des libraires que je continue à porter le texte et je vais continuer à le porter jusqu'en 2027. Ce qui fait que j'ai un agenda qui est complètement acrobatique, mais donc j'avais des dates en librairie jusqu'en l'hiver prochain. Et le livre sort là, donc
il y a 2 textes qui vont être, qui vont être portés. Et donc les maisons d'édition se sont coordonnées en synergie pour que le texte soit aussi abordé dans toutes les rencontres que je ferai autour du roman. Donc ça, c'est réjouissant aussi que 2 maisons d'édition puissent s'entendre comme ça et qu'on est dans quelque chose de vertueux qui me fait plaisir. Et mon éditrice du Sonneur a lu le test Elzéar et elle est enchantée à l'idée que j'ai pu écrire ce texte. Et ça, c'est chouette, quoi. Enfin, mais je n'en attendais pas moins. J'étais certaine à peu près qu'il n'y aurait pas de friction à cet endroit-là. Est-ce que vous redoutez ou souhaitez que votre livre soit une sorte de procès du photovoltaïque ou alors d'un certain type d'aménagement photovoltaïque? Je ne suis pas sûre d'avoir bien entendu le début de l'autre. Est-ce que je redoute que... Est-ce que vous redoutez ou vous souhaitez que votre livre soit le procès du photovoltaïque en lui-même ou d'un certain type d'implantation? D'un certain type d'implantation, oui. Notamment sur les zones pas anthropisées et sur les zones forestières, c'est certain, c'est une évidence. Après que ce soit un objet qui fasse réfléchir, oui, c'est complexe comme question, ce sont des questions qui sont complexes. Y a pas, moi je voulais pas écrire un texte populiste qui apporte des réponses simples à une question complexe. Mais oui, j'assume le fait que ça soit quand même un texte de combat. Ça, je l'endosse, hein. Je l'ai écrit dans un geste qui n'est pas anodin. Je savais exactement ce que je faisais et quelle était la destination. C'était une forme de j'accuse. Hein. Mais justement, il pourrait vous échapper. C'est pas grave. Les textes échappent toujours, même les romans, toujours. À partir du moment où on publie, le texte appartient au lecteur. Croyez-moi, j'en ai fait l'expérience avec de drôles de lectures parfois et de drôles d'interprétations de certains de mes passages de romans. Et de fait, je sais que celui-ci aussi m'échappera d'une manière ou d'une autre, et c'est tant mieux. C'est comme les enfants. Aurélie? Oui, je voulais juste mettre en lumière dans un premier temps l'intuition de ton éditeur, d'avoir fait appel à toi pour parler de ce sujet, parce que le territoire et parce que ta voix, et ensuite ton intuition d'avoir construit cette réflexion avec le personnage de Madeleine, qui est certainement un personnage avec lequel tu étais le plus à l'aise au départ. Et je trouve que la réflexion autour des deux, non pas la confrontation, mais l'accompagnement des deux en parallèle, montre à quel point le combat de Madeleine était humain, à la différence des installations des centrales photovoltaïques aujourd'hui, à quel point elle était censée, réfléchie et foncièrement tournée vers l'écologie et la nature, et également ton intuition d'avoir accompagné tout au long de ce texte la présence de Giono, cher à ce paysage-là, mais dont la réflexion aussi est quelque chose d'humain, de littéraire. Enfin voilà, pour moi c'est vraiment un texte par la réflexion autour de ces deux-là qui peut apporter une réflexion différente et surtout s'adresser. Alors ici on est probablement tous convaincus, mais je pense que par ton texte tu peux toucher d'autres personnes et amener une réflexion un peu différente. Et une dernière chose, alors je sais pas, j'imagine que parmi les gens qui sont ici ce soir, tu as recueilli certaines paroles. Moi, j'ai eu l'intuition à la lecture que tu avais vraiment été fidèle à leurs paroles et que tu as su en donner des contours aussi justement que dans les personnages de tes romans. Voilà. Pour moi, je pense que tu as compris vraiment quelque chose de leur sensibilité et de ce qui se joue ici. Et pour ça, merci. Merci pour tes mots, Aurélie. Ça faisait partie évidemment des enjeux essentiels. Hein. C'était cette question de recueillir fidèlement la parole des témoins. Tous ont pu relire et ont amendé leur texte quand ils n'étaient pas d'accord. J'ai enlevé certains passages qui les dérangeaient à certains moments donnés. Bien sûr, ça faisait partie de la démarche essentielle. Hein. Ce que font pas par exemple les journalistes. Les journalistes ne font pas relire les textes. Alors c'est vrai que ça a donné lieu, il y a pas mal de gens dans le texte, donc ça faisait beaucoup d'allers-retours, ça faisait beaucoup de travail, mais pour moi c'était essentiel que les gens se reconnaissent.
que moi, en quelque sorte, je chante leur combat, donc si je chante faux, c'est pas juste. Sans mauvais jeu de mots, pardon. Bon ben écoute, merci beaucoup Laurine. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Peut-être. S'il y a des personnes intéressées pour une petite discussion avec Laurine en tête à tête, c'est possible. Si tu es d'accord. Mais bien sûr, je suis là pour ça. Et puis on va se mettre un petit coin par là-bas pour continuer de causer ensemble. Tous et toutes. Merci. Et merci à tous d'avoir participé à cette discussion collective, en fait, qui ressemble de fait au texte. Il y a plein de voix qui apportent chacune leur éclairage, et ça me tient à cœur. Ouais. Merci vraiment d'être là. Merci beaucoup, Pierre. Et Pierre, je t'engage sur la tournée des librairies. Il faut que tu viennes.